Alors, chers amis congolais, je suis William Chaïkabea. Je suis en train de participer à l'analyse et au débat de notre société sur certaines questions politiques auxquelles nous sommes tous très intéressés depuis que nous sommes enfants dans notre pays, même si nous n'avons pas eu l'occasion jusqu'à ce jour de faire la politique. Nous croyons que nous avons droit au chapitre de l'analyse de nos problèmes parce qu'ils nous touchent personnellement, indirectement et sont l'une ou si pas la raison majeure pour laquelle nous nous retrouvons ici en diaspora. Je vais aborder trois questions. Le premier, c'est la question de l'unité de l'opposition ou bien un seul candidat. La question de Moïse viendra ensuite et puis je donnerai une réponse par rapport aux analyses faites par certains journalistes et notamment dans le cadre de ce que Sesanga, Deli Sesanga a déclaré sur Tokomio Apide Ndekolésière. Premier point. Est-il nécessaire d'avoir une opposition unie, un seul candidat? Quand est-ce que cela est nécessaire? Comment faudrait-il le faire s'il le faut? Et quels seraient les critères? Première question. Est-il nécessaire? Il fallait d'abord commencer par comprendre que, et ça je le dis en passant à Deli Sesanga, qui croit qu'on nous impose un candidat unique, alors que lorsqu'on nous a imposé un scrutin à un seul tour, nous sommes restés motus bouche cousue. Lorsqu'on a dévalué la démocratie, vous savez, vous pouvez avoir toutes les potentialités possibles d'être élu. Mais si vous n'êtes pas dans le secret des mécanismes qui mettent en place les candidats pour qu'ils soient votés, si vous n'êtes pas dans le secret de ces choses, c'est inutile. C'est pourquoi le premier combat à faire, dès qu'il y a restitution d'une république normale, c'est d'aller revisiter la Constitution, notamment sur la question qui a fait qu'aujourd'hui nous ayons un scrutin à un seul tour. C'est pas un pays riche comme le Congo qui peut accepter cela. Même si nous sommes ou nous allons dans la pauvreté la plus criante, la seule façon de rester debout, c'est d'avoir un seul, plutôt un scrutin à deux tours. Ou alors, on change tout avec les partis à l'américaine. Nous avons déjà deux partis au départ et peut-être les indépendants aussi. Et lorsque quelqu'un a gagné au premier tour, il a gagné pointé à la ligne parce que nous avons déjà deux grandes forces en place. Vous instituez le multipartisme total, le plurisyndicalisme et vous venez demander aux gens de s'associer déjà à l'avance par rapport à leur parti et de sortir chacun dans son camp ou de son coin un candidat et vous leur demandez, écoutez, venez passer les élections à un seul tour. Mais c'est de la bêtise, c'est de la bouillabaisse. Moi, je ne sais pas où est-ce que les Congolais sont en train de mettre leur tête. C'est ici qu'il faut mettre sa tête et non ses jambes ni son cœur. Il n'y a pas à être katumbiste, il n'y a pas à être qui que ce soit, tu sais que disent, majorité et consort. Il est question simplement d'avoir un scrutin plutôt, qui répond au jeu de la démocratie. On peut avoir des candidats et aller élire nos présidents au second degré. Et c'est ça que Kabila voulait déjà commencer à faire. Rappelez-vous, on était déjà en train de réfléchir. Il avait dit, est-ce que lorsqu'il parlait de la démocratie et le développement, il était en train d'insinuer qu'il serait probable ou possible qu'on puisse changer encore notre constitution au point que le président de la République soit élu au second degré par, je ne sais pas, les sénateurs ou bien la Chambre des députés. Et on va dire que nous sommes en démocratie en piétinant
tous les éléments fondamentaux de base de la démocratie. Monsieur Sesanga, ce n'est pas un candidat que l'on vous impose, c'est simplement un candidat qui doit répondre aux prescrits de la loi électorale. S'il n'est pas éligible, s'il vient déposer sa candidature et qu'elle est considérée invalide par rapport à la loi électorale, elle est invalide. Nous n'avons que faire de l'unité de l'opposition. Deuxièmement, quand vous parlez de cette unité de l'opposition, ben mon Dieu, il fallait parler de ça en 2011. Ça valait tout son pesant d'or. Il fallait parler de ça en 2006. Ça valait aussi son pesant d'or. Mais maintenant, présentez-moi un seul candidat de la majorité qui peut faire le poids simplement de F. Bazaïb, qui peut faire le poids de Jean-Marc Kabound. Présentez-moi un seul. Il n'y en a pas. Ce sont des candidats qui, au plus, peuvent être élus dans leur propre village. Et même là, ils peuvent encore être copieusement battus parce qu'ils n'ont jamais fait quoi que ce soit dans leur fief là-bas. C'est un faux problème. Laissez les candidats de l'opposition aller ranger chacun individuellement dans la bataille, bien qu'aujourd'hui, notre souci, comme était l'idée de Genval, est de faire partir Kabila. Mais lorsque nous sommes aux élections, please, ne nous faites pas rabâcher l'idée de la candidature unique de l'opposition. Cette affaire de ensemble est un piège. Nous ne savons qui vient d'où et qui travaille pour qui. Au Congo, on en a vu de toutes les couleurs. Même les gens qui sont les plus proches de vous sont en fait en train de travailler pour la soi-disant majorité. Ngwanda l'a démontré avec le plan Mokolo Apombo et Ngambedo. Et là, allez revisiter cet élément. Comment Katumbi est devenu opposant? Si cela est vrai, qu'est-ce que vous pensez? Si Katumbi est quelqu'un qui a juré mordicus de servir Kabila, parce que celui qui a fait Kabila, celui qui a aidé Kabila à piller, et là je suis en train d'attaquer le problème de Moïse Katumbi, à piller le Katanga, celui qui a fait de Kabila au travers de toutes les mines et les minéraux du Katanga, et a fait de Kabila riche, avec tout l'argent qu'on a envoyé dans les États sud-américains, qu'on a blanchi là-bas. Qui ne sait pas cette histoire? Et aujourd'hui, qui du Katanga ne sait pas que Moïse a bel et bien travaillé pour son ventre au Katanga et jamais pour aller revisiter Katanga et voyez les routes. Si les routes devaient être maintenues, mais ce n'est pas après 5 ans qu'il soit parti que les routes qu'il prétend avoir construites soient toujours dans lambeaux. Ce sont vous connaissez, vous, les gens qui sont par exemple là en Afrique du Sud, ils le savent bien. Lorsqu'on construit une route, la profondeur de la route, la qualité de la route. Mais c'est pas ça. Ça, c'était de la publicité, une façon de mettre la poudre aux yeux des gens pour que l'on fasse passer la candidature de Kabila. Moïse Katumbi a été là lorsqu'il faisait échouer Étienne Tshisekedi. Kyungo a déclaré que Kabila n'a jamais battu Étienne Tshisekedi. Et Moïse le sait. Et celui qui a joué, l'un des pionniers de la lutte pour que Tshisekedi ne passe pas en 2011. Parce qu'ils avaient déjà leur deal avec Kabila. Et lorsqu'il dépose en 2005, en 2006, parlant du 3e penalty, mais monsieur, combien de penalty tu as shooté? Combien de penalty tu as marqué avec Kabila? C'est ça la question. La question n'est rien d'autre. Ne nous faites pas avaler de la pilule amère. Vous voulez vous unir, mais avec qui? C'est pas possible. Il n'y a pas raison aujourd'hui nécessaire, ni fondamentale, ni prouvée, ni raisonnable, ni raisonnée d'avoir une candidature unique de la majorité lorsque de un, on n'a pas lutté contre l'imposition ou la destruction de la démocratie par l'imposition d'un scrutin à un seul tour et les gens sont restés la bouche bée.
Aujourd'hui, les gens sont en train de dire non, vous voyez, si Kabila est en train de former son CALCC, je ne sais pas si c'est quoi là, l'unification de la majorité avec certains membres de l'opposition, mais c'est de la foutaise, bouillabaisse, et que les gens disent que non, avec ça, où en sera-t-on avec l'accord? Quand vous posez une question pareille, M. Michael Moukebaye, où en sera-t-on avec l'accord? Quel accord? Qui s'est battu pour l'accord? Qui s'est battu pour que Mobutu observe les décisions de la CNS? Parce que selon la CNS, Mobutu ne devait pas interférer sur ce que Tshisekedi, Mosengo devait faire. On lui avait prorogé son mandat présidentiel. La conférence nationale souveraine lui permettait de continuer jusqu'à l'organisation des élections, mais avec un gouvernement et un parlement de transition. Mais lorsqu'il interfère dans les finances, lorsque Tshisekedi démonétise les billets de 5 millions qu'il avait fait imprimer, et lorsque tout ce qu'on a battu s'écroule, qui s'est battu pour que cela soit restitué quand Kabila est entré avec l'AFTEL? Qui s'est battu? Encore lui, il est allé jusqu'à Sun City. Mais là, c'était une compromission. Et je suis d'accord avec Mama Justine Kassavubu. On a compromis notre démocratie en légalisant l'intrusion de Rwandais Tutsis dans notre système. Et cela l'a été davantage lorsque ces messieurs prétend être élu en battant Bemba et tous les généraux de notre armée deviennent Tutsis. Nous sommes d'accord avec l'idée de l'occupation. Il faut se battre. Et voilà là un coq qui sort de la prison. Moi je crois qu'il y a lieu qu'il demeure à la fois une opposition politique, mais lorsque certains pensent que le combat démocratique ne va pas nous amener à la véritable libération. Je crois, ils sont en train de dire, moi quand je combats, comme Félix l'a dit, avec si je gagne Kabila par la démocratie, je gagne tout ce qu'il y a derrière lui. C'est une façon, à mon avis, qui est démontrable, parce que une fois président, il va faire de tout son mieux pour avoir une armée républicaine, une armée qui va réellement se battre, et va reconstituer et restituer l'état de droit, les recettes vont entrer dans... Et le pays peut fonctionner normalement sans effusion de sang. Mais nous sommes aussi d'accord que si cette lutte-là doit sacrifier des générations, des gens qui ne vont plus vivre, et qu'il y a un autre son de cloche, de prendre les armes et de dire non, moi je suis belliqueux, je vais faire la guerre, mais à la seule condition que lorsque je prends le pouvoir, je refais les élections, je restitue le pouvoir à celui qui l'a, et l'on me nomme le général de l'armée afin que je puisse sécuriser l'État. Je crois que nous devrions un jour arriver à ce point-là où nous avons un dirigeant militaire qui fait la loi, impose la loi, jusqu'à ce que nous retrouvions une véritable stabilité d'un État qui ne peut pas être foulé au sol par n'importe qui. À l'époque de Mobutu, les Tutsis ne pouvaient pas prendre notre cobalt et aller le vendre par eux-mêmes, ne pouvaient pas prendre notre coltan et aller le vendre par leur façon de voir les choses. Mobutu devait imposer à tout ce monde-là de passer par lui. Il était bien sûr, je le crois, égoïste, qui ne partageait pas avec le Congo, parce que si Mobutu partageait avec le Congo, nous ne serions pas à ce niveau-là. Nous sommes restés plus bas que le niveau des finances qui entraient au Congo. Aujourd'hui, les finances n'entrent même pas au Congo. L'argent est directement payé dans les comptes de certaines personnes là à l'étranger, dans leurs comptes noirs. Donc, oublions cette affaire de candidat unique de l'opposition, ça ne sert à rien. Parce que même moi, si aujourd'hui vous me mettez là à la tête, je battrai Kabila. Donc, il ne faut pas croire qu'il y a un seul candidat de la Kabylie qui sera en mesure
Nous ne le voyons pas. Est-ce Shadari? Est-ce Mova? Est-ce... Vous voyez? Ou bien Minaku? Est-ce... Il n'y a personne. Son frère qui n'est pas connu, sa petite sœur qui n'est pas connue. Est-ce que ce sont ceux-là qui seront candidats? Si l'on nous dit qu'il y a un candidat qui s'appelle Kanambe Kabila, à ce moment-là, vous pouvez dire, OK, guys, nous allons bien sûr nous mettre en rang de bataille, mais nous allons toujours perdre si nous ne regardons pas la CENI. Voilà la clé des élections. Parce que les Occidentaux peuvent faire tout ce qu'ils le veulent pour vous disturber, pour vous déranger, ou bien pour vous faire plutôt croire que, OK, toutes les conditions sont réunies, on a accepté que Katumbi se présente, on a accepté que Bemba se présente, on a accepté, et nous, de la majorité, nous alignons Mova Sakani. Mais si alors, la CENI appartient à Mova Sakani par le fait de Kanambe qui est au pouvoir, vous ne battrez jamais Mova Sakani. Seul, il battra tout le monde à plate couture. Déjà au seul tour, au scrutin unique là, il aura déjà 57 voix et vous aurez. Et d'ailleurs, le scrutin unique ne demande pas 57, c'est lui qui vient en première position avec le plus grand nombre de voix. Il les aura déjà. Il les aura à cause de ce fichier, à cause de... c'est un fichier en fait truqué depuis très longtemps. Vous le savez. À part le fait qu'il y a les doublons, les empreintes digitales des gens qu'on n'a pas vus, que direz-vous de ceux qu'on a enregistrés au Kivu? Qui sont-ils? Est-ce que ce n'était pas dans des milieux secrets, nuitamment que Nanga appelait des tonnes et des tonnes de Tutsis rwandais qui étaient là pour se faire inscrire et dont leur voix au travers de la machine, même s'ils ne vont pas traverser pour venir voter, ces gens-là voteront déjà, ou alors on va aligner le bureau de vote juste là à la frontière Goma et Rwanda, c'est-à-dire à Gisenyi, ou bien du côté de Ruzizi, ou alors de l'autre côté à Uvira pour Bukavu et pour Uvira. Eh bien, ces Rwandais viendront là et voter. Vous ne saurez pas quand ils auront voté. Vous ne saurez pas. Ils ont leur temps précis qu'on leur a déjà donné de venir voter. Comment vous le savez? Vous n'en savez absolument rien. Qui sont ces candidats qu'on nous disait? Il y avait déjà des petits-enfants de moins de 15 ans, des enfants de 3 ans qui ont été enregistrés. Comment et quand on a fait la toilette ou le toilettage de ce fichier? Et là, nous sommes partis pour la gloire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, si vous allez à ces élections, vous allez les perdre, d'autant plus que le fichier est difficile à contrôler. Voilà la raison pour laquelle l'on n'a jamais accepté qu'une personne de l'UDPS soit présente retourne à cette place à la CENI. C'est parce que c'est tout simplement de la bouillabaisse. Il y aurait quelqu'un qui ferait des pressions précises et régulières sur Nanga et ça ferait des problèmes continuels. Ça ne fonctionnerait même pas. Donc, je crois que Délice Sanga, lorsque vous dites qu'on nous impose un candidat, je ne suis pas d'accord. Si cela doit être fait uniquement au nom que vous croyez que ce Moïse qui devrait représenter les aspirations du peuple congolais, absolument pas d'accord. Allez au Katanga, je crois que vous n'avez pas connu Moïse, vous ne connaissez pas Moïse. Nous connaissons Moïse, pour avoir vécu au Katanga, nous connaissons l'homme. C'est tout simplement, s'il gagne, d'avoir un État à la Berlusconi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, Berlusconi est le Premier ministre, vous savez, en Italie, c'est lui qui a le pouvoir, et Berlusconi a une équipe de football, ou toutes les équipes de football, c'est lui qui les finance. Berlusconi est dans toutes les mafias possibles de l'Italie. Berlusconi est à la tête de la politique. Berlusconi est honteux. C'est ça Moïse.
président des tout-puissants Mazembe, magouille sur magouille, les mines lui appartiennent, les sociétés de transport au Katanga sont à lui. Lorsqu'il est question de réparer les routes, celui qui fait les marchés, celui qui déclare que les routes ne sont pas bonnes et qu'il faut les réparer, et les millions qui sont payés plus tard reviennent à lui, celui qui fait tous les transports des mines du Katanga lorsqu'elles doivent aller en Afrique du Sud. Nous avons vu des tracts de Moïse emmenant du cuivre, cobalt, passant par l'Afrique du Sud et allant vers Durban. On a vu ces choses. On demande aux transporteurs et aux chauffeurs, ils vous disent que c'est pour Moïse. Mais c'est ça. Quelle morale que d'avoir un président pareil. Mais le mal, c'est que c'est quelqu'un qui fait au-delà de cela mal. L'argent qu'il vous donne là, c'est un félin. Il sait comment il va les récupérer. Il achète vos consciences, vous lui laissez la place, il vous frappe plus tard. Demandez comment était l'état du panier de la ménagère au Katanga lorsqu'il était là. Nous ne voyons pas comment Moïse peut séduire ces Quinois aujourd'hui. Les Quinois sont toujours un peu rêveurs lorsqu'ils ont manqué parfois de modèles. Je ne sais pas, je parle à ces Quinois qui sont peut-être distraits. Je ne parle pas de tous les Quinois, bien sûr, excusez-moi. Et Délice Sanga, les Katumbis comme Michael Mukeba, je ne comprends pas. Lorsque nous étions au Kivu, à l'époque de Mobutu, disant déjà tout haut que les Rwandais que vous voyez ici ne doivent pas avoir notre nationalité. C'est dans les années 70-75 que les tous ils sont en train de se préparer. Kagame faisait des discours sur la radio ougandaise. On les suivait à partir du Kivu à Goma. Ils se préparaient. On leur disait non, la montagne ici de Moulengue, et là je me rappelle, c'est précisément en 2000, nous sommes sur le bateau étant évacués après les Titimboka, le massacre de l'université de Kinshasa de Lubumbashi, en mai, en 1990, je voulais dire. Et on est évacué avec des Rwandais qui sont à l'université de Lubumbashi, à la Kasapa, et ils sont en train, sur le bateau maintenant d'Ouvira à Kalemi. Qu'est-ce que j'ai dit de Kalemi à Ouvira? Et nous voyons là les montagnes de Moulengue. Et ils nous disent que ces montagnes sont à eux. Incroyable, impensable. Des montagnes qui sont à nous. Vous connaissez les Banyavira, vous connaissez l'histoire de Mondo Simba, vous connaissez tout ce qui s'est passé autour de ces Banyavira. Hein? Et il y en a qui sont allés dans le Moba, le Massissi et consorts et qui disent qu'ils sont de Rwandais et qui deviennent de Congolais plutôt. Mais en ce moment-là, à Kinshasa, on ne voulait pas y prêter attention. Mais aujourd'hui, on a découvert qu'un Rwandais est venu au pouvoir et il s'est installé à Kinshasa, y faisant la loi. Ce qui fait mal, c'est de savoir que toutes ces choses sont des vérités, mais que des Congolais se distraient à faire des choses et d'autres, à ne pas se coaliser pour que la lutte soit menée dans la meilleure direction, à trahir. Je vous dirais que dans un pays comme l'Afrique du Sud, il n'était pas permis que vous trahissiez. L'on vous tuait. Vous connaissez cette fameuse histoire de Winnie Mandela avec l'équipe le club de football of Mandela Team. C'était des gens qui travaillaient, bien sûr, ils étaient infiltrés par les commandants de l'apartheid. Je m'excuse, je suis en train là de chuter dans tous les sens. Mais à un moment donné, il y en avait d'autres aussi qui travaillaient pour neutraliser. Et là, il tuait, il ne badinait pas, tuait tout celui qui allait, qui ne comprenait pas que ces gens-là ne sont pas nos frères. Il faudrait qu'on leur fasse la guerre pour qu'on arrive à la négociation. Et c'est comme ça que ça marche. La lutte démocratique est
meilleure qu'elle vous fait épargner du sang. Mais elle n'est pas meilleure quand, même en luttant par la démocratie, on fait toujours verser le sang. Vous luttez sans armes, mais on vous tue, on verse le sang à d'autant de tonnes de Congolais qui sont morts, d'autres en exil. L'histoire de Kamwina Nsapu qu'on a voulu nous faire avaler qu'il y avait là une rébellion, qu'il y avait là des terroristes. Eh bien, cette lutte-là est d'autant plus valeureuse, je voudrais dire la lutte non armée démocratique. Elle a de la valeur quand on ne vous tue pas. C'est-à-dire, vous faites vos bruits. Et c'est une lutte qui se mène dans les pays qui sont civilisés où la démocratie est entendue, parce que vos voix seront amenées au Parlement, on va discuter. Et c'est une lutte qui se fait lorsque nous sommes dans un état de droit établi déjà. Pas quand nous sommes en situation de guerre inavouée. Nous sommes dans une situation inavouée de guerre, occupée par une armée étrangère, d'autant plus que le président de la République, nationalité rwandaise, les généraux au Congo, nationalité rwandaise, les minéraux congolais sont exportés, pris gratuitement par le Rwanda. Vous le voyez, vous le savez, vous avez des preuves. Vous avez des enfants congolais qui travaillent pour des colons, je dirais, rwandais, sous la dictature de la mafia internationale. Et lorsque vous voulez parler, on vous tue, on vous zigouille. Vous savez combien de gens si importants nous avons perdus et dont nous ne savons pas comment, et que, en réalité, c'est le pouvoir en place qui a fait couler ce sang. Qui ne le sait? Tout le monde le sait. Et aujourd'hui, vous allez nous dire, quelqu'un qui vient, il pointe l'arme sur toi, il dit, bon, je te laisse aujourd'hui, mais il tue ton père. Il vient le lendemain, il pointe l'arme sur toi, il dit, je te laisse, je tue. Et toi, tu dis, non, je suis en train de faire la lutte non armée, la lutte démocratique. Non. Il est en train d'imposer sa force. Il est en train de te terroriser. Et tu te verras toi-même mort un jour. Et ce n'est pas ça l'objectif nécessairement d'une lutte démocratique. Ce n'est pas de mourir en martyr nécessairement. Si la lutte par la non-violence est de mourir en martyr sans avoir la victoire escomptée, je ne pense pas que ce soit le meilleur de choix de lutte. Dans le monde entier, partout, et ça s'est prouvé, même dans la Bible, Jésus n'a pas lutté par la non-violence. Il a demandé à Pierre de retourner son épée, mais la violence, vous la retrouvez avec David, vous la retrouvez avec toutes les armes et les armées d'Israël contre les Arabes, les Philistins, les Phérésiens, les Jébusiens et les Pélétiens. Et tous ces peuples-là, c'était des guerres cycliques et des guerres perpétuelles. C'est comme le diable et les Satan, c'est une guerre sans fin. Quand vous êtes faible, Satan vous assiège et vous soumet. Mais lorsque vous vous relevez, donnez-lui des coups, j'allais dire fataux. Donnez-lui des coups fatals et il comprendra que vous appartenez à la vérité. Et vous imposez la vie de la vérité et Satan fuit. Mais si vous êtes là, vous savez que c'est vous qui avez la vérité, on vous tue et il n'y a personne qui se relève après vous pour vous succéder. Et qui a votre charisme, qui a votre pensée, qui peut se battre comme vous? Vous voulez que qui organise cette guerre? C'est à vous qui vous tapez la poitrine aujourd'hui d'être le leader de ceux qui luttent
de prendre les armes. Prenez les armes et lorsque vous tirerez, vous avez un voleur quand il est entré dans votre maison, même s'il a une baïonnette, une arme, et lorsqu'il croit être en contrôle de toute la situation, et vous le prenez par surprise, simplement par une fourchette qui tombe dans la maison, par l'erreur d'un enfant qui dormait dans une position et qui s'est retourné dans l'autre, il risque déjà de détaler. Parce qu'il est en territoire supposé conquis, mais c'est lui qui a peur. Vous avez certainement peur qu'on va vous tuer, mais lui, il n'est pas sûr d'où il se trouve, il ne connaît rien. C'est pourquoi je vous dis, lorsque simplement, dans votre maison, vous allez tirer la balle, pow! Vous êtes dans votre maison, vous avez pris l'arme, et vous tirez simplement, pow! Même sans vouloir le tuer, pow! Il va t'étaler. Pourquoi? Il ne connaît pas l'endroit, il n'y a pas de gens derrière lui, tout le quartier ne le soutient pas, ne veut pas avoir de ça chez soi, et il est venu vous l'imposer à vous. Pourquoi le quartier, qui n'est pas de mèche avec lui, le soutiendrait? Pas du tout. C'est pour dire, 1, il est hors mandat, 2, il est rwandais, 3, il a tué, 4, il a appauvri, 5, ce sont les chantiers qu'il a apportés là, avec Moïse bien entendu. Je ne sais pas à partir de quand son chantier et celui de Moïse ont cessé d'avoir une ligne commune. Quand? Dites-nous quand. Si Moïse était parti en 2000, un peu plus tôt comme Caméré, en 2014, si Moïse était parti du père perdu en 2014, on se serait dit, oh, atiki akimimbongo anacha makuta mushi en franc moya kuservir peuple ake kusala mbuka anaenda kutumikia inchi. Mais comment vous désolidarisez de quelqu'un quand son mandat est terminé, terminé. Et vous dites non, je deviens aujourd'hui opposant parce que je m'oppose à un 3e pénalty. Mais monsieur, vous avez shooté, marqué de buts terribles contre la population. Vous avez fait des tonnes, amassé des tonnes d'argent. Et aujourd'hui, vous venez nous proposer un plan. Est-ce que c'est un plan c'est un plan de corruption généralisée? Vous allez corrompre tout le monde, vous allez créer des salaires, vous allez restituer aujourd'hui l'argent que vous nous avez volé, ces milliards dont on vous entend avoir, ou bien vous allez bloquer tous les trous, organiser notre société. Mais ça n'est pas un plan. C'est tout simplement la restitution d'un État à son état normal. Et c'est pourquoi c'est une, je dirais, c'est la restitution d'un État à un État de droit. Je dirais, lorsque il y a déjà une antériorité d'une certaine idéologie et que vous venez après dans un pays qui se respecte, on ne crée pas un État, on ne crée pas une plateforme, on ne crée pas un parti politique pour aller. Parce que, qu'est-ce que vous apportez de plus? Est-ce que simplement votre poids politique individuel? Parce que vous nous avez menti avec de routes et vous avez volé et pillé le Congo depuis des dizaines et des quinzaines et des vingtaines d'années, sans compter que vous avez aussi été impliqué dans le vol en Zambie. Est-ce que c'est simplement cela? Ou bien, aujourd'hui, vous venez en tant qu'ensemble, au-dessus de
avec une idée nouvelle, non. L'UDPS est là. Même sans avoir été membre de l'UDPS. L'UDPS est là. Je crois que vous auriez fait le mieux d'aller dire « Ok, je me rallie à l'UDPS, je deviens membre de l'UDPS parce que je crois qu'il n'y a pas une idée nouvelle que je vais apporter. » Le Congo, là, n'a pas besoin de ce plan-là que vous nous miroitez sans nous démontrer comment vous allez générer les, je ne sais pas combien de milliards par mois ou par an de budget. Le Congo, au jour d'aujourd'hui, quand quelqu'un le récupère, qu'il est sérieux, c'est-à-dire, faudrait-il que je dise le minimum ou le maximum de sérieux? Et la personne qui a le minimum ou le maximum de sérieux, ce n'est pas Moïse Katumbi. Ce n'est pas Moïse Katumbi, loin de là. Je prends quelqu'un comme Kaboun, par exemple, il est président de la République. Bien, je ne sais pas, Madame Eve Bazaïba me convainc. Justine Kassavoubou, présidente de la République. Je crois que si d'abord ils sont forts, ils disent ok, nous sommes d'accord, on est en train de piller notre pays. Mais pendant nos 2-3 premières années, durant ma première, je donne seulement une seule année pour informatiser les recettes et les rentrées et restituer le fonctionnement bancaire normal dans un pays. Ça ne demande pas 2 ans. Non. Et de l'autre côté, ma seule arme est de nommer et en fait de séparer le pouvoir judiciaire, législatif et communicationnel. De les séparer complètement. Et d'avoir des entretiens précis avec tous ces 4 pouvoirs et de leur dire un magistrat qui sera surpris dans la corruption où on mettra en fait ce qu'on a par exemple dans un pays comme l'Afrique du Sud, la personne à laquelle le peuple peut aller donner des informations sur des faux prononcés de justice, c'est-à-dire un certain secours, un certain niveau où l'on pourrait vérifier tout ce qu'il y a eu comme prononcé de justice, s'ils sont valables, et que dès que l'on trouve qu'il y a un juriste, un magistrat, quelqu'un qui a fait un juge qui a prononcé faussement la loi, et qu'il soit radié, et qu'il soit exclu, je crois que ce sera beaucoup déjà. Et que si, quelque part, dans quelques frontières que ce soit, l'argent qui était destiné à entrer dans les trésors publics n'y entre pas, et que quelque part, si j'apprends que l'argent qui était destiné à financer tel ou tel projet, l'argent destiné au salaire, les finances destinées à ceci et cela ne sont pas affectées, que les gens se retrouvent, en fait au Congo, si on a un vrai président, quand il entre d'abord, il doit construire les prisons spéciales dans chaque province, dans chaque district, dans chaque sous-district, dans chaque localité commune et consort. Il faudra construire des vastes tribunaux des criminels économiques. En ce moment-là, les gens auront peur. Je crois que déjà dans 6 mois, vous verrez que les recettes du Congo vont changer.
Pendant que les recettes, pendant 1 à 2 années, sont en train de pick-up, de monter, il y a des projets élémentaires qu'il faut accomplir. Ces recettes-là, je parle simplement des recettes de douane et fiscales. C'est beaucoup en République. Vous prenez Kassindi, vous prenez Kasumbalesa, vous prenez Mwanda, vous prenez tout ce qu'il y a comme frontières. Les frontières de Gisenyi, les frontières de Kabim, toutes les frontières. C'est suffisant. Vous élaguez tout ce qu'il y a comme fictif dans l'administration. Vous informatisez l'administration. Quand quelqu'un arrive et fait cela, ce n'est pas qu'il a créé quelque chose de spécial. C'est-à-dire ce sont des dirigeants qu'on a trouvés avant qui étaient simplement en lambeaux, avec seul plan de s'enrichir eux que de faire quelque chose pour le pays. En ce moment-là, le pays va en décrépitude. Mais si on a déjà, c'est que je disais, un dirigeant avec un peu de minimum d'intégrité et de sens patriotique, les recettes vont augmenter. Maintenant, vous passez à la 2e phase, en la 3e année ou la 4e année de votre pouvoir avec un projet de minimum, parce que vous ne ferez pas tout en peu de temps. De donner une qualité de vie en termes de propreté de la ville, en termes de la santé et en termes de l'éducation ou l'encadrement de la jeunesse, en termes de l'urbanisation, une nouvelle urbanisation de ce pays. Nous avons complètement échoué. Comment on peut croire et comprendre que dans ce pays, les gens construisent dans les culs de sacs? C'est quel ministre de l'urbanisme et de l'habitat ou des affaires foncières que nous avons? Pourquoi ils sont si manipulables à souhait? Pourquoi le Congo est si grand et que les gens vont tous s'entasser quelque part? C'est parce que nous avons cru que la vie se trouve dans les grandes villes. Non, la vie se trouve dans les villages. C'est là où vous avez la chance de faire des grands champs pour aller vendre et dans les villages et dans les grandes villes. Et vous avez déjà à ce niveau-là une possibilité d'avoir de l'électricité, de l'eau et aussi de cités qui seront en croissance. Vous allez dans un pays comme l'Afrique du Sud, vous êtes dans un village, mais vous n'y êtes pas. Vous lavez de l'eau chaude quand il fait froid, vous avez de l'électricité, vous avez l'eau. Vous avez de routes asphaltées. Vous ne roulez pas dans des pistes, dans les villages de l'Afrique du Sud. En fait, on dit qu'au monde, en termes de densité de réseau routier, ce serait le 2e pays au monde. Les routes asphaltées et pas les routes de Moïse au Qatar. Ces routes-là sont légion. Il n'y a pas un endroit où vous passez en Afrique du Sud où vous n'avez pas de bonnes routes. Non. Voilà ce que j'avais à dire. Merci.